De tous les lieux de pouvoir du Québec, il y en a un qui a tellement marqué les esprits qu'il est devenu une expression consacrée. C'est le lac à l'épaule. Ce qui s'est passé ici est exceptionnel. Le sage, à l'époque, a fait preuve d'audace, a pris des risques énormes. Ici, on a une chambre avec 2 lits simples, un lavabo. C'est un chalet qui a été construit en 1922. La nationalisation de l'électricité, ça s'est décidé au lac à l'épaule. Il y a des lieux comme ça qui font l'histoire. Aujourd'hui, cette expression signifie une rencontre politique ou organisationnelle qui se tient à l'extérieur de la ville. Faire un lac à l'épaule est né de l'importance historique de ce chalet où Roosevelt et Churchill ont discuté de stratégie militaire en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi à cause de la célèbre réunion du Conseil des ministres de Jean Lesage, où s'est décidé la nationalisation de l'électricité en 1962. On se trouve à une soixantaine de kilomètres au nord de Québec. Puis, on accède au parc national de la Jacques-Cartier, où se trouve le lac à l'épaule, le fameux lac à l'épaule. Oh, là, je pense que c'est ici l'entrée. Adieu l'asphalte. Bonjour les cailloux. Et boboy! Oh boy. Oh boy. Évite les roches, évite les roches. Pavillon du lac à l'épaule à droite. Ce fameux chalet-là, donc du lac à l'épaule, en fait, c'est un camp de pêche à l'origine qui a été construit dans les années 20. Et puis, c'est un camp de pêche qui est construit par le gouvernement, donc qui appartient au gouvernement. On l'appelle le camp des ministres, en quelque sorte, avant qu'il devienne comme tel le chalet du lac à l'épaule. Donc, c'est un lieu de rencontre pour les ministres lorsqu'ils sont fatigués d'être en ville, qui ont besoin de changer des idées pour réfléchir un petit peu plus. Donc, on avait l'habitude d'aller se rassembler à cet endroit-là. Et puis, ce camp des ministres va acquérir une notoriété plus importante en 1943 dans le contexte de la première conférence interalliée de Québec en 1943 qui dure quand même 2 semaines. Ça s'appelle l'opération Cadran qu'avec Churchill, Roosevelt, on prépare l'invasion de la Normandie, on parle de la bombe atomique et à un moment donné, Churchill et Roosevelt vont se déplacer au chalet donc du gouvernement. En pleine Deuxième Guerre mondiale, en 1943, le pavillon du lac à l'épaule accueille 2 chefs de gouvernement étrangers. Les 2 chefs d'État viennent taquiner la truite. Les comptes rendus sont un peu contradictoires parce que, selon le devoir de l'époque, chacun aurait pris une trentaine de truites. 28 pour M. Churchill et 30 pour Roosevelt. En réalité, plus tard, Churchill, dans ses mémoires, va raconter qu'ils ont pris seulement une truite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont surnommé le lac le One Lake, en l'honneur de cette truite québécoise qui a été pêchée à ce moment-là. Donc, on peut penser que le devoir a été intoxiqué par la propagande des Alliés à l'époque. Oui, qui a été intoxiqué par la propagande alliée. Oui. Puis, alors ici, on est quand même à l'écart de la ville de Québec, une soixantaine de kilomètres au nord de Québec, mais il y avait quand même des forces de sécurité importantes lors de la présence des 2 chefs d'État. Oui, c'est ça. Il y avait des hélicoptères, il y avait un peu de tout, des agents qui se promenaient dans les bois. Et puis, il y a une photo qui a été prise à l'époque, mais illégalement. C'est pour ça qu'elle est floue. C'est un guide québécois qui a pris une photo rapidement et on voit dans les chaloupes Roosevelt qui, bien sûr, est assis dans la chaloupe parce qu'il souffre de poliomyélite. Il est paralysé du bas du corps et Churchill, lui, peut pêcher debout. Donc, on les voit partir sur le lac. Et Churchill va revenir l'année suivante au lac des Neiges pour pêcher à nouveau. Donc, lui, il devient un habitué des lacs des Laurentides. C'est un chalet qui a été construit en 1922, il y a un peu plus de 100 ans. Oui, juste après la construction du camp Mercier, qui est tout juste de l'autre côté de la route. Un chalet en bois rond. Puis ici, on a peut-être la truite de Churchill et Roosevelt. Qui a vu d'ailleurs sur le lac à l'épaule. D'où elle vient. D'où on pense qu'elle vient. C'est 20 ans après la pêche interalliée au lac à l'épaule que Jean Lesage décide de réunir son caucus ici.
En 1962, il est à la tête d'un gouvernement majoritaire, mais ses ministres ne s'entendent pas sur un élément névralgique. René Lévesque, alors ministre des Richesses naturelles du Québec, désire de son côté nationaliser l'électricité. Jean Lesage racontera au Devoir en août 1962 qu'il souhaite se rendre au chalet du lac pour avoir de précieux contacts qu'il n'aurait pas autrement dans une atmosphère autre que celle officielle de la salle du Conseil exécutif. Tous les ministres se réuniront au lac à l'épaule du 4 au 5 septembre 1962. L'événement clé qui va s'y dérouler, c'est vraiment à l'automne de 1962, lorsque le gouvernement de Jean Lesage, l'équipe du Tonnerre, se rassemble dans ce chalet-là pour faire une rencontre stratégique pour qu'est-ce qu'on fait avec la fameuse question de la deuxième phase de la nationalisation de l'électricité du Québec. C'est quoi l'état des discussions qui se tiennent ici? C'est pas on se réunit pas calmement autour d'une table, là, puis on discute pas pendant de longues heures. Non, c'est un peu le free-for-all qui se passe ici pendant les 2 jours. Surtout la première journée. Il faut savoir que la boisson coule à flot ici. Le climat est médiocre, littéralement médiocre. Il y a des députés et des ministres qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui s'engueulent. Il y a des gens qui prennent un coup solide. Il y a des gens qui ne boivent pas non plus. Vous voyez un peu le climat morose qu'il y a ici à ce moment-là. Et c'est au lendemain, donc le lendemain de la veille, d'une bonne cuite pour plusieurs, que la décision de la nationalisation va être prise. C'est quand même étonnant de se rappeler que Jean Lesage, le premier ministre du Québec, a réuni l'ensemble de son conseil des Une ministres. vingtaine de ministres. Oui, puis des proches collaborateurs dans ce chalet en bois rond, rustique. Et ici, on a la salle à manger où on pense, M. Lévesque a eu des discussions assez difficiles. Il y a une mezzanine. Plusieurs matelas sont posés sur le sol. Il y a plusieurs chambres qui sont situées dessous la mezzanine. Donc ici, on a une chambre avec 2 lits simples, un lavabo, quand même assez petit, mais somme toute confortable. Alors, c'est vraiment calme, donc on est loin du climat qu'il y avait, notamment en 62 avec Jean Lesage et son équipe, les décisions, les frictions qu'il y avait entre les principaux ministres de son gouvernement. Donc on est loin de tout ça, mais on a vraiment une ambiance particulière, là, dans un lieu quand même très symbolique. Puis, est-ce que c'est une usité d'amener ses ministres, ses conseillers à l'extérieur de son bureau de la capitale, dans un endroit à l'écart pour Je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est sûr qu'à l'époque, c'était pas commun de faire ce genre d'exercice-là. C'est lors de la même rencontre que Jean Lesage prend la décision de déclencher une élection dans les jours à venir. Il n'en est qu'à la moitié de son mandat, mais il croit que le momentum est bon. L'Union nationale vient d'élire un nouveau chef qui n'a pas encore eu le temps de faire sa place et l'opinion lui est favorable. Quand il pointe sur le calendrier et il dit on fait une élection le 14 novembre 62, Lesage prend un peu tout le monde par surprise. Il prend ses propres membres de son cabinet par surprise parce qu'il n'y a personne qui la voit venir. Même les dirigeants du parti sont surpris. Je pense que Lesage, c'est un coup de dé. C'est l'analyse qu'il a fait Ici même, cette journée-là, qui s'est rendu compte qu'avec tous les éléments qui lui étaient apportés, ouais. il n'y avait plus beaucoup de marge de manœuvre, sinon que de relancer les troupes sur quelque chose de plus grand. Lesage, il n'a aucune idée qu'il va remporter l'élection, là. Il prend un risque énorme. Mais souvent, les leaders, c'est ce qu'ils font, hein? Ils ont un sixième sens, ils sont capables de trouver le pouls puis dire « on y va ». Et c'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait sans avoir toutes les informations en main. Au moment où il prend la décision, il y a plein d'inconnus. La réunion des libéraux se termine le 5 septembre et c'est le 19 septembre que Jean Lesage déclenche officiellement les élections. Pourtant, le premier ministre ne sait toujours pas s'il est en mesure de payer pour la nationalisation de l'électricité. Il faudra racheter d'importantes compagnies privées. Le gouvernement fait pourtant campagne sur le slogan « Maître chez nous », incarné par cette idée de nationaliser l'électricité. Le 14 novembre 1962, c'est la journée même de l'élection. Il y a une firme de courtage américain qui confirme au gouvernement du Québec que la possibilité d'emprunter 600 millions de dollars sur le marché américain. Donc, le gouvernement Lesage, le Parti libéral du Québec à l'époque, promettait une nationalisation qu'il n'était pas en mesure peut-être de réaliser. Il n'avait pas toutes les informations ou toutes les assurances en main pour le faire. Effectivement, à ce moment-là. À ce moment-là. Donc, officiellement,
Le gouvernement pouvait avoir eu des discussions avec des courtiers américains pour savoir s'il y aurait possibilité, mais la lettre officielle confirmant qu'il y a 600 millions est datée de la journée même de l'élection. Il faut savoir qu'emprunter 600 millions de dollars sur le marché américain, c'était le plus gros emprunt financier, économique en Amérique du Nord à l'époque. Alors, je pense que ce qui s'est passé ici est exceptionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du lac à l'épaule. Quand on veut régler un problème, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit on va se faire un lac à l'épaule, puis on va aller régler notre linge sale, puis on va prendre des décisions. Mais le sage, à l'époque, a fait preuve d'audace, de leadership, a pris des risques énormes. Mais les risques ont été pour l'ensemble de la société, au bénéfice de l'ensemble de la société. Ça a dépassé les intérêts partisans, je vous dirais. Parce que cette décision-là, avec tout ce qu'il y avait, le peu d'informations qu'il y avait pour prendre la décision complète cette journée-là, avec ce qui se passe par la suite, démontre l'audace que ce premier ministre-là a eue à l'époque. Par la suite, le lac à l'épaule a continué d'être fréquenté par les premiers ministres. En 1970, Robert Bourassa choisit d'y emmener son équipe pour faire le bilan des 100 premiers jours de son gouvernement et parler de l'instauration du régime de l'assurance maladie. Il y retourne en 1976 pour rencontrer le premier ministre britannique, James Callaghan. Leur hélicoptère se pose sur une petite plateforme en bois aménagée entre le lac et le chalet. Bourassa veut savoir si Londres compte appuyer le Québec en s'opposant au rapatriement de la Constitution canadienne, alors envisagé par le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau. Callaghan lui annonce que les Britanniques suivront les volontés du Parlement d'Ottawa. René Lévesque vient ici lorsqu'il est ministre des Richesses naturelles pour Jean Lesage, mais apprivoise les lieux, aime les lieux et revient lorsqu'il est premier ministre. Oui, d'ailleurs, il va venir pas très loin aussi en 1976 à l'auberge de l'Étape, donc il est un petit peu plus loin pour un conseil des ministres important. Mais il va revenir, c'est ça, vraiment de façon personnelle, individuellement ici. Il va venir se baigner, c'est un grand baigneur, un Gaspésien qui aime bien l'eau froide. Et puis, notamment en 1985, il fait venir ici Lucien Bouchard, qui à l'époque vient d'être nommé ambassadeur du Canada à Paris par Mulroney. Et il le reçoit. Bouchard va raconter dans ses mémoires qu'il arrive ici, il voit René Lévesque sortir de l'eau après une baignade. Et puis là, il va lui parler un peu de qu'est-ce qu'il devrait faire à Paris par rapport au Québec. C'est vraiment juste avant l'épisode de l'accord du lac Meach qui va se terminer en queue de poisson. Donc, c'est un moment important pour l'histoire québécoise et diplomatique notamment. En 1981, le lieu devient propriété de la CEPAC et est intégré au Parc national de la Jacques-Cartier. Depuis cette époque, le grand public peut donc louer le chalet librement. De son côté, les gouvernements ont continué à organiser des rencontres à l'extérieur de la ville à différents endroits. Pourquoi organiser un lac à l'épaule? Est-ce que c'est nécessaire, etc.? En fait, c'est une expression qu'on a, mais qui est liée à un lieu où il y a eu des rencontres. Puis dans le cas du vrai lac à l'épaule, le bâtiment lui-même, on est dans la nature, etc. On en a déjà fait au Mont-Albert, dans les Chic-Chocs. C'est un contexte et un climat complètement différent où on a du temps ensemble aussi. Parce que les lacs à l'épaule, ça ne dure pas seulement une demi-journée. Généralement, c'est une journée et demie, 2 jours. Et ça permet de se voir un peu en dehors des séances de travail, puis de lier des amitiés, d'échanger sur parfois des sujets un peu contentieux où on aime avoir le point de vue de l'un ou de l'autre. C'est très utile. Même si le chalet n'est plus utilisé pour des rencontres de ministres, en 2008, Mario Dumont et l'ADQ choisissent d'y lancer leur campagne électorale. Alors Antoine, on est au lac à l'épaule. Oui. Un endroit que tu as déjà fréquenté à une occasion en 2008 pour les élections générales québécoises. Raconte-nous un peu le contexte de cet événement-là qui s'est déroulé en 2008. Alors, c'était le début de la campagne électorale qu'avait déclenché Jean Charest parce que lui, il voulait sortir de la minorité. C'était le premier gouvernement minoritaire depuis le 19e siècle. Et son opposant là, dans les sondages, c'est Mario Dumont, et il est au plancher complètement. Ça va pas du tout. Tout allait mal pour l'ADQ. Je veux dire, on s'était fait démolir dans l'opposition officielle, puis une presse journalistique extrêmement négative, extrêmement sévère. Enfin, il y avait juste du négatif. Tu lisais jamais une colonne, tu voyais jamais un mot de positif. Moi, j'étais donc affecté à la couverture de l'Action démocratique du Québec. Et Mario Dumont décide de faire sa conférence de presse de lancement de campagne ici. Comme on voulait essayer de ramener les choses, regarde, notre dernière chance de réussir quelque chose, c'est de revenir au fondamental que le Québec. Il faut qu'on se repose des questions en profondeur, il faut qu'on fasse les choses.
Fait qu'on va partir du lac à l'épaule. Sauf que dans la nuit, il n'y a plus à boire debout. Et donc, l'autobus s'est enlisé. Mais enlisé à peu près dans ça de boue, juste assez que la roue elle glisse. Puis c'est devenu ça l'histoire. Il n'y a jamais personne qui a parlé de notre message. L'histoire, c'est que l'ADQ, tout va mal et le jour de sa campagne, s'enlise au lac à l'épaule. Son autobus de campagne s'est senti plutôt à l'étroit. Avance, recule, laboure, avance, recule, bref, tout ce qu'un parti veut éviter pour un premier jour de campagne. Il faut enliser, M. Dumont. Non, faut pas s'enliser, surtout pas. C'est jamais une bonne image à projeter quand on a une campagne électorale qu'un autobus s'enlise comme ça, parce que ça devient l'image qui ressort. Donc, ça devient l'illustration d'une sorte de surplace de la campagne. Tout le message, tout ce qui venait était autour de l'idée même de lac à l'épaule, que cette élection de 2008 devrait être comme un gros lac à l'épaule où les Québécois se questionnent. On veut-tu vraiment continuer avec Jean Charest? On veut-tu vraiment continuer avec les libéraux, leur redonner un troisième mandat? C'était tout ça le questionnement. Donc, Mario Dumont, il nous convie ici pour nous parler de deux choses. D'une part, c'est l'énergie qu'il veut retrouver. Il dit, il faut qu'on retrouve l'énergie du début de la Révolution tranquille. C'est un discours vraiment où il attaquait même pas ses adversaires. C'était vraiment un discours où il nous exposait sa vision du Québec et c'était sa façon de dire aussi, j'ai du respect pour ce qui a été fait, je veux qu'on retrouve l'énergie. C'est aussi le lendemain de l'élection de Barack Obama aux États-Unis. Donc, tout le monde cite Barack Obama, dit il faut retrouver l'espoir, il faut retrouver l'énergie. Et c'est ça qu'il est venu nous dire ici avec l'ADQ. Mais disons que le message s'est enlisé avec la roue qui a calé dans un petit peu de boue. Il faut comprendre que le lac à l'épaule, mais moi-même, je n'étais jamais allé. C'est la première fois de ma vie que je mettais pied au lac à l'épaule. Tu sais, je connaissais l'expression, mais je n'étais jamais allé là. Mais c'est pas... Tu sais, c'est pas, je veux dire, t'arrives pas à Tremblant, là. C'est vraiment dans le bois, c'est vraiment perdu. La course, pas très grande, c'est un petit chemin de terre. Tu comprends qu'une fois que t'es là, t'es d'un excellent endroit pour réfléchir. Puis tu peux pas, à part que si t'es pêcheur ou chasseur, tu peux pas te laisser distraire par grand-chose. Ouais, c'était peut-être audacieux, là, d'aller se perdre là. Au quotidien, les élus et les journalistes se côtoient dans l'environnement extrêmement effervescent de l'Assemblée nationale. À quelques occasions, les journalistes sont invités à des réunions de caucus à l'extérieur de Québec. Ces rares moments permettent d'établir des liens bien différents. Donc, quand on est dans un lac à l'épaule, avec des ministres notamment, on peut vraiment établir une relation différente que celle qui existe au Parlement? Oui, il y a souvent du temps entre les rencontres, entre les exposés, le soir aussi, pour justement engager des conversations et avoir le temps de fraterniser d'une certaine façon. Pas devenir des grands amis parce qu'on demeure journaliste et politicien, mais c'est des moments aussi où on va chercher de l'information sur ce qui s'en vient, des précisions sur des grands projets. C'est certain que lorsqu'on est comme ça dans un lac à l'épaule, on a plus le temps, alors qu'à l'Assemblée nationale, il y a des points de presse, les ministres passent très rapidement, les députés aussi. On essaie de les accrocher. Parfois, on peut les voir au café, mais tout le monde voit qu'on se voit, donc les gens sont sur leur quant à soi souvent, alors que quand on est dans une situation du type lac à l'épaule, on a peut-être plus le temps de discuter effectivement autour d'un repas ou en marge ou à la sortie d'une grande salle de réunion. Les lieux de pouvoir, qu'on le veuille ou non, ils sont porteurs d'une symbolique. Tu peux pas, l'histoire peut pas être désincarnée de ces lieux. Là. C'est niaiseux, veut dire, je sais pas, la nationalisation de l'électricité, ça s'est décidé au lac à l'épaule, mais le lieu fait partie de la décision. Jusqu'à un certain point, le lieu devient emblématique, il fait partie de la décision. Est-ce que tu penses qu'on aurait dû garder le lac à l'épaule, le pavillon, comme un peu comme un camp David québécois où le gouvernement aurait pu se réunir et organiser des événements avec des dignitaires aussi, éventuellement? Est-ce que tu crois qu'on aurait dû garder ça comme un vrai lieu de pouvoir? C'est une bonne idée. J'y avais pas pensé, c'est vrai. Ça pourrait être une sorte de lac Meach, sans l'échec, évidemment, constitutionnel. Mais parce que le lac Meach, c'en est un lac à l'épaule, hein? Mais c'est pour tous les ministres, et les premiers ministres des provinces. Mais oui, c'est vrai qu'il faudrait se réserver certains lieux comme ça. Bon, ici, au moins, c'est bien quand même que les gens puissent en profiter. Hein?
ça enlève pas le caractère mystique du lieu et du nom, je pense, du lac à l'épaule, que ça soit pas réservé juste aux gens donc du pouvoir, liés au pouvoir ou aux gens de pouvoir. Les lieux de signification, les lieux d'histoire, les lieux de décision, les lieux de pouvoir, les lieux où c'est ici que c'est décidé ceci, moi, je pense que ça fait partie pleinement de l'histoire. Puis des lacs à l'épaule, il y a celui-là ici, mais il y a d'autres lacs à l'épaule qui sont plus... en fait, on a l'expression « faire un lac à l'épaule ». Bien, c'est ça qui est incroyable. C'est la preuve que c'est un endroit mythique. C'est que le lac à l'épaule, on est vraiment au lac à l'épaule, a donné son nom à une rencontre ou à des rencontres en dehors de toute organisation ou de tout conseil d'administration, si on veut, qui veut réfléchir à l'avenir de son organisation et qui fait ça en dehors du quotidien, à l'extérieur. On mange ensemble le soir, on couche au même endroit, on se retrouve. Et donc, la réflexion se fait comme ça. Et au Québec, donc, c'est la preuve que c'est mythique, c'est devenu une expression. Il y a des lieux comme ça qui font l'histoire. Le lac à l'épaule, pourtant bien loin des lieux traditionnels du pouvoir, aura vu défiler des moments charnières de l'histoire politique québécoise et même internationale. De Churchill à Roosevelt en pleine Deuxième Guerre mondiale, en passant par Jean Lesage, Robert Bourassa, René Lévesque et Mario Dumont, si les murs pouvaient parler, ce chalet en aurait certainement long à dire.